Bonsoir à tous. L'émission de ce soir consacrée à la lombalgie commune de l'adulte est coproduite avec la Caisse nationale d'assurance maladie et un certain nombre de sociétés savantes, la Société française de rhumatologie, le Collège de la médecine générale, la Société française de médecine physique et de réadaptation, la Société française de médecine du travail et le Collège de la masso-kinésithérapie, ainsi que bien sûr que Fréquence Médicale. Il s'agit, on va dire, d'une émission importante pour s'attaquer à une maladie qui n'est certes pas mortelle, mais qui est un enjeu majeur de santé publique puisque 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie et que la lombalgie représente quand même la 3e cause d'admission en invalidité dans le régime général. Surtout, quand on regarde de près, 10% des malades représentent 80% des dépenses, à peu près. Ce sont les personnes, bien sûr, qui vont souffrir de lombalgie chronique et celles qui sont dans l'entre-deux, entre la lombalgie aiguë et la lombalgie chronique. Donc la lombalgie chronique, une affection qu'il est pourtant possible de prévenir. Donc cette émission est diffusée en préalable au lancement de la campagne nationale sur la lombalgie qui va avoir lieu en novembre 2017 avec 2 volets, un volet d'information des médecins et un volet de dédramatisation et d'information sur la maladie pour les malades. Alors nous avons intitulé cette émission de ce soir « La lombalgie, prévenir le passage à la chronicité » car c'est tout l'enjeu de cette maladie qui est soumise, comme d'autres, à des peurs et à des fausses croyances, croyances qui empêchent le plus souvent le maintien de l'activité quotidienne et du travail. Et donc pour lutter contre ces fausses croyances, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 experts. Tout d'abord le docteur Violaine Folz, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes rhumatologue, spécialiste du rachis et en charge d'une unité de réentraînement à l'effort des lombalgiques chroniques à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous nous direz plus tard ce que ça peut représenter comme effort de réinsérer ces malades. Et vous représentez ce soir la Société française de rhumatologie. Et avec nous également le docteur Marie-Hélène Certin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes généraliste, médecin généraliste, installé en libéral au Mureau et vous êtes membre du Collège de la médecine générale que vous représenterez également à ce titre. Alors tout de suite peut-être une première question. Les lombalgies aiguës, c'est un problème très fréquent en consultation, que ce soit des consultations de rhumato, des consultations de médecine générale ou des consultations, je pense, de rééducateurs. Est-ce que l'on connaît la fréquence des lombalgies aiguës en France ? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question, Marie-Hélène ? Alors, moi, je veux bien répondre. Dans les observatoires de médecine générale, on évalue à peu près par an, chaque médecin généraliste voit à peu près 92, enfin près de 100 patients qui pour un mal de dos, une lombalgie, etc. En moyenne. Hein. C'est-à-dire que dans une salle d'attente, ça va être presque un malade tous les 3 jours ? Oui, enfin non, mais même en fait, ils viennent pour le mal de dos, pour un mal de dos, une lombalgie aiguë ou subaiguë, etc. Soit ils viennent avec d'autres problèmes, mais en même temps, oh, puis mon dos, etc. Donc vous voyez, je pense une grosse cause de on consultation. sous-évalue. Et que si on prend les résultats de consultation, enfin les motifs de consultation, la lombalgie arrive en 8e position, donc, et autant chez les hommes que chez les femmes. Donc ça veut dire que dans notre pratique quotidienne, c'est extrêmement fréquent qu'on vienne pour ça spécifiquement ou qu'on dise entre 2 autres choses, ah bah oui, et puis mon dos, etc. Vous voyez, donc pour nous, c'est vraiment de la pratique quotidienne. Violaine Folz. Juste pour compléter, je crois que la Caisse d'assurance maladie avait fait une enquête là-dessus et montré que c'était la 2e cause de consultation chez le médecin généraliste à la phase aiguë, alors que c'était la 9e chez les douloureux chroniques. Oui, donc là, Et aussi, on situe les grandes masses, donc la lombalgie aiguë. Quelle est la part de ces lombalgies qui vont évoluer vers la lombalgie chronique ou vers une forme, on va dire, subaiguë de la maladie ? C'est quoi au total ? Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est que 90% de ces patients qui ont un mal de dos guérissent. Et seuls 7%, en gros, vont passer ce qu'on appelle à la chronicité. Et 3%, ils sont dans l'entre-deux. Et 3%, on va dire, qui sont dans l'entre-deux, qui seraient à la phase subaiguë. Et alors, comment on explique que 10% donc, des lombalgies, c'est-à-dire les subaigus et les 7% de chroniques que vous venez de nous citer, représentent à peu près, je dis bien à peu près, 80% des dépenses totales, on dit dépenses de soins et dépenses sociales, bien entendu. C'est parce que ça dure plus longtemps, bien sûr, vous allez le dire. Oui. Ça dure plus longtemps et en fait, ces dépenses sont essentiellement liées à ce qu'on appelle les coûts indirects, donc tout ce qui va être lié à une perte de productivité et en grande partie les arrêts de travail. Alors, donc on va parler d'une maladie. C'est quoi la lombalgie aiguë avant ? Définissons le problème, comme en philosophie. Marie-Hélène, c'est quoi une lombalgie aiguë ? Une lombalgie aiguë, c'est une personne qui se plaint dans le bas du dos, de façon qui peut être aiguë, style le lumbago, hein,
le lumbago, le tour de rein, je suis bloquée, etc. Donc ils arrivent soit avec ça, soit, comme je le disais tout à l'heure, ils ont quelque chose qui est vraiment subaigu, mais qui est pas au premier plan. Mais le plus souvent, c'est quelqu'un qui arrive soit après un effort ou du jardinage et qui disent je peux plus bouger, etc. On l'examine et en fait on dit c'est un lumbago, c'est une lombalgie aiguë. Voilà. Et ça, c'est très fréquent et c'est ça qui est de bons pronostics finalement. Quand même. Et alors donc quand on regarde au niveau anatomique ou physiopathologique, à quoi c'est dû une lombalgie aiguë? C'est le disque ou c'est une autre structure anatomique qui fait mal? Alors déjà, quand on parle de lombalgie aiguë et de physiopathologie, il faut être sûr qu'on est bien dans le cadre de ce qu'on appelle une lombalgie commune. Dans le cadre de la lombalgie commune. Tout ce qui est symptomatique a été éliminé. Et là, on n'a pas de réponse claire à donner sur quelle est la structure anatomique qui est source de douleur. Et d'ailleurs, quand on fait les examens complémentaires à ce stade-là, on n'a pas non plus la réponse parce qu'on voit dans beaucoup de cas des anomalies, mais on ne sait pas faire un lien entre ces anomalies et la douleur du patient, puisque ces anomalies vont persister alors même que le patient va guérir. On n'a plus mal en fait. N'a plus mal. Donc il peut y avoir les structures, les ligaments, les muscles, les disques, les articulaires postérieurs, toutes ces structures anatomiques. Ça n'est pas univoque. Il y a plusieurs causes et c'est l'ensemble de la structure anatomique de la colonne qui peut être concernée. Qui peut être concernée et qu'on peut ne pas voir sur les examens complémentaires. Et d'ailleurs, bien souvent, on ne fait pas de corrélation entre les examens et cette douleur. Et alors, oui. D'ailleurs, si je peux, il y a des personnes qui ont des colonnes absolument très très abîmées au niveau radiologique et puis qui ne souffrent pas spécialement, en plus. Et donc l'évolution, si elle se fait vers une pathologie subaiguë ou chronique, est-ce qu'on sait à quoi c'est lié? C'est lié à un dysfonctionnement des muscles ou c'est lié à l'anomalie du disque qui persiste? Et on imagine une fissure dans le disque qui relargue du contenu discal et qui va être responsable d'inflammation? Ou c'est un autre phénomène, c'est un dérèglement, on va dire, de l'ensemble du processus? Alors je crois dans les maladies, on parle de plus en plus du modèle biopsychosocial. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que bien sûr, quand la douleur perdure, il y a un peu de bio, un peu d'anatomie qui va faire mal, mais il y a surtout, on retrouve surtout des facteurs psychosociaux et professionnels qui, on sait, sont des facteurs de risque pour que la douleur perdure. Alors, oui, Marie-Hélène? Oui, non, mais allez-y. Alors, à ce stade-là, on l'a dit, rapidement évoqué, il faut être sûr, évidemment, de ne pas passer à côté de choses d'autres. Donc, c'est quoi la première étape que doit avoir le médecin généraliste quand il est confronté à une lombalgie? Il a une espèce de checklist, il doit éliminer un certain nombre de maladies sur des arguments essentiellement cliniques? Quelqu'un qui arrive en disant je suis bloqué, j'ai mal au dos, déjà, on le voit à sa posture. C'est vrai que la première chose, c'est premièrement, comme disait Violaine, de rechercher est-ce qu'il y a une sciatalgie, est-ce qu'il y a des signes déficitaires, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce qu'il y a autre chose. Bon, la plupart du temps, c'est très très rapide de le faire et on dit on est dans le cadre d'une lombalgie aiguë et vraisemblablement d'une lombalgie commune. Est-ce que le fait de ne pas avoir de facteur déclenchant, ça remet en cause le diagnostic de lombalgie aiguë commune? Non. Alors, quelquefois, ils peuvent donner un facteur déclenchant qu'ils ont identifié, mais ce n'est pas forcé. Donc, ça n'élimine pas du tout cette maladie-là. Après, ce qui est très important, alors peut-être à la première consultation, mais éventuellement, si on revoit le malade, si on a eu une source peut-être d'interrogation, c'est de se dire, bon, est-ce que c'est la première fois qu'il vient pour ça? Parce que voilà, ça peut être la première fois, ça peut être la deuxième fois, ça peut être plusieurs fois, des choses répétées. Donc ça, c'est en médecine générale, on revoit les patients, on les connaît, donc ça, on a pu le tracer. En fait, on voit si c'est un épisode unique ou si c'est quelque chose qui revient. Et deuxièmement, c'est important aussi d'identifier les facteurs, entre guillemets, de risque. C'est-à-dire d'avoir quand même, à la première consultation ou peut-être à 8 jours, si on a eu une inquiétude et qu'on réévalue, de commencer à avoir cette approche donc biopsychosociale centrée sur le patient et d'avoir quelques questions, mais c'est encore une fois, c'est rapide dans une consultation, sur son travail, sur son état d'anxiété ou de dépression, sur des pathologies associées, sur sa vie familiale, etc., sur aussi la nature du travail et l'intérêt au travail, ou s'il y a une activité physique aussi, et qui peuvent dire, en fonction des réponses,
petite lumière rouge, c'est un patient à risque, il va falloir faire attention. Donc ça, c'est important. Donc soit la première consultation, soit si on a fait un arrêt, revoir le patient et dire on va réévaluer pour justement tout de suite se dire attention danger, quoi. Attention risque, attention qu'est-ce que ça va devenir. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait au début, c'est hyper important. Et donc une lombalgie aiguë, on l'interroge, on l'examine avec un interrogatoire et un examen. On est capable d'éliminer ces fameux drapeaux rouges qui vous seront remis dans la brochure que va vous envoyer la CNAM. Et ça suffit? Est-ce qu'il faut faire des examens, Violaine? Alors, je crois qu'effectivement, les drapeaux rouges, ils se recherchent à la fois à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Et également rechercher les signes de gravité, surtout s'il y a une sciatalgie. Ça, Marie-Hélène l'a très bien dit. Après, on sait que une fois qu'on est dans la lombalgie commune, les examens complémentaires n'ont pas d'intérêt. Est-ce que ça ne changera pas votre attitude? Parce que ça ne changera rien au programme thérapeutique qu'on va proposer, au projet thérapeutique qu'on va proposer aux patients. Même pire, dans notre groupe de travail avec les médecins généralistes, les kinés, etc., on démontrait l'effet iatrogène que pouvaient avoir ces examens complémentaires à ce moment-là, parce qu'il va ancrer dans la tête du soignant et dans la tête du patient qu'il a des anomalies, et ces anomalies-là qui vont l'empêcher aussi de guérir. Donc non seulement ils n'ont pas d'intérêt au niveau thérapeutique, mais en plus ils peuvent être délétères pour le patient et pour les soignants. C'est-à-dire que l'image d'un disque un peu abîmé ou d'un petit peu d'arthrose, c'est à peu près aussi inhibant pour un malade que la douleur. Ça fait partie des craintes des soignants et des patients, parce que les soignants aussi ont des craintes. Donc on a une lombalgie, vous l'avez interrogée, examinée, vous avez éliminé toutes les causes secondaires. On passe à la stratégie thérapeutique. Qu'est-ce que vous lui proposez comme projet à cette personne? Est-ce que d'abord, c'est quoi les médicaments? Alors je crois qu'il n'y a pas que les médicaments. Vraiment, on va dire que la grande partie du traitement, c'est de rassurer le patient. Le patient, il a peur, ça fait mal. Et le dos, ça renvoie à plein d'images de paralysie, etc. Donc vraiment rassurer le patient. C'est la première crainte, la paralysie? Ils ont, je crois, beaucoup de craintes. Ils ont peur de ne pas guérir, ils ont peur d'être paralysés, ils ont peur, Marie-Hélène pourrait probablement dire d'autres, j'en ai plus comme ça qui viennent en tête, mais ils ont beaucoup de peur. Ils ont peur de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir porter leurs enfants, de ne plus pouvoir faire de sport, de ne plus pouvoir vivre tout court. Donc il faut vraiment les rassurer sur... Oui, ça fait mal, mais ce n'est pas grave et ça va guérir. Donc je pense que ça, c'est une grande partie du traitement. Ensuite, bien sûr, il faut soulager. Soulager avec les médicaments ou avec des techniques non médicamenteuses. Je crois que le choix doit revenir aussi au patient. Et puis, lui donner des conseils par rapport à l'activité physique. C'est maintenir un niveau d'activité physique qui est supportable en termes de douleur. Il ne s'agit pas de rester au lit, pas forcément d'arrêt de travail de façon systématique, de continuer à bouger, ça c'est très important. Continuer à bouger chez soi ou continuer à bouger au travail? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Je crois que chaque patient est différent et bien sûr c'est adapté au patient, à son travail, à ses trajets, à d'autres activités. Mais bien sûr, si le patient peut continuer à travailler et à faire une activité physique. Mais ce que disait Marie-Hélène est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux aussi dans le cadre de la lombalgie aiguë. Ça va de la douleur à la gêne jusqu'au blocage. Et donc, il faudra s'adapter à ces différents niveaux d'intensité de la douleur. Alors justement, Marie-Hélène, entre ces différentes intensités de douleur, ça veut dire que le paracétamol peut peut-être suffire dans certains cas, mais sinon, ça ne sera pas le médicament. Il y a aussi l'idée, pour rajouter, il y a aussi l'idée que quand on a mal au dos, il ne faut pas bouger. Il faudrait peut-être s'allonger, etc. Alors que, en fait, c'est l'inverse. Donc, effectivement, c'est pas parce que vous avez mal au dos que vous devez rester couché, que vous devez rester dans un fauteuil. Donc, essayez de trouver la position où vous avez moins mal. Donc, ça peut être de marcher. Ça peut être... Et puis après, effectivement, il faut soulager la douleur. Alors, ça peut aller du paracétamol codéiné. Ça peut être aussi quand même des anti-inflammatoires, quand même, de temps en temps. Ça peut rendre service. Et ça peut être aussi des myorelaxants. Après, c'est aussi à évaluer en fonction de ce que veut le patient, de ce qu'il ne veut pas, etc. Donc ça, c'est le médicamenteux. Certains patients vont aller chez l'ostéopathe ou autre. Donc ça, voilà, c'est des choix. D'ailleurs, ils y vont peut-être même quelquefois avant de venir nous voir.
Donc ça, c'est... La kiné, à ce stade, elle n'est pas indiquée. En phase aiguë, franchement, elle n'est pas vraiment indiquée. Et après, c'est par rapport à l'arrêt de travail. Alors là, puisque là, je sens votre question poindre. Non, j'étais encore moi sur le traitement. Est-ce que, par exemple... L'arrêt de travail, il n'est pas... il doit être, s'il y en a un, il doit être court. Il faut aussi évaluer ce que fait la personne comme métier, son temps de transport, si c'est compatible. Et de toute façon, c'est quand même très difficile, quelqu'un qui arrive complètement bloqué, de dire, non, au boulot. Paracétamol et au boulot, quoi. Vous voyez, là, on est dans une approche centrée patient, et quelquefois, il vaut mieux donner quelques jours avec un message rassurant, disant, continuez à bouger avec des antalgiques, je vous arrête, on réévalue la situation. Ça veut dire qu'on prend en compte la douleur, on prend en compte les choses, et quelquefois, ça a un effet aussi rassurant pour le patient, parce qu'il sait que on s'est intéressé à lui, on a pris en compte, on l'a arrêté, on va réévaluer la situation et du coup, ça peut le rassurer. Pour être concret, vous prescrivez un arrêt de travail de combien de temps? Parce que j'avais cru comprendre que la longueur des arrêts de travail était directement corrélée au passage à la chronicité, donc ça peut être un total hasard. Mais donc en pratique, quelqu'un qui vient vous voir, qui est un travailleur de force, vous lui prescrivez combien de temps? Et quelqu'un qui n'est pas un travailleur de force? S'il vient lundi, s'il vient lundi, ça fait peut-être une petite semaine. S'il vient le mercredi ou jeudi, jusqu'à la fin de la semaine, on réévalue la situation. Mais encore une fois, l'arrêt de travail, les arrêts de travail prolongés, ce n'est pas l'arrêt de 3 jours ou de 4 jours dans une phase aiguë. Quand on dit arrêt prolongé, c'est des arrêts de plusieurs semaines, c'est dans la longueur, etc. Violaine Folt. Alors déjà, le point très important, c'est que dans la tête des gens, s'ils ont mal et qu'ils bougent, ils vont abîmer plus leur dos. Ça, c'est pas vrai. Ouais. Donc je pense que là-dessus, quand on parle de rassurance, il faut passer un peu de temps, c'est là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Vous avez mal, mais ce n'est pas parce que vous bougerez plus et qu'on va masquer la douleur avec des médicaments ou d'autres techniques que votre dos va s'abîmer plus. Donc vous pouvez et vous devez continuer à bouger. Bien sûr, il faut que la douleur soit tolérable. Je ne sais pas s'il y a des règles, je pense qu'il n'y a pas de règles d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont absolument vouloir aller travailler parce qu'ils ont des réunions ou des choses importantes. Et ceux-là, on va leur donner les moyens d'aller travailler. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, c'est trop difficile. Effectivement, on va s'adapter et c'est là où on va faire un arrêt le plus court. Je pense que le plus important, c'est de réévaluer les choses. Je réévalue mon traitement, je réévalue mon arrêt de travail si j'en ai fait un, à brève échéance, et je laisse la porte ouverte. Et alors en termes de médicaments, parce que vos confrères vont vouloir quand même un peu d'explications, on peut aller donc du paracétamol jusqu'à des médicaments beaucoup plus forts en termes d'antalgiques. Les anti-inflammatoires, ça peut s'utiliser dans certains cas, d'emblée ou secondairement? On l'utilise assez facilement. Il faut, encore une fois, s'adapter à l'intensité de la douleur. D'accord. Nos patients, je pense qu'ils peuvent comprendre une ordonnance. Nous, on a tendance, moi j'ai tendance en tout cas, à faire plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je peux commencer par un antalgique de palier 1 ou de palier 2 et de rajouter un anti-inflammatoire si ce n'est pas suffisant. Et les patients ont la possibilité de rajouter, et je leur explique la façon dont ils peuvent prendre les choses. Est-ce que les myorelaxants qui étaient très en vogue il y a quelques années sont encore indiqués? Dans les recommandations, en tout cas françaises, ils sont encore indiqués, mais encore une fois, c'est vraiment à la phase aiguë, à la phase d'attaque. Certains ont l'avantage de pouvoir aider à dormir quand on a en plus, on a du mal à dormir avec la contracture et la douleur qu'il y a. Donc oui, je pense qu'en cure courte, au départ, tous les traitements qui peuvent soulager peuvent rendre service, oui. Alors vous avez évoqué la rééducation ou les manipulations, c'est pas du tout la même chose, mais donc la rééducation, est-ce que c'est envisageable à ce moment-là, ou de la physiothérapie, des choses comme ça? Moi, en phase aiguë, non. En phase aiguë, non. Vous leur conseillez de prendre une douche chaude? Oui, non, mais c'est sans rire. Ça peut être un petit moyen. Tout ce qui est chaud, tout ce qui peut relâcher les muscles, décontracter, puisqu'en fait, un des mécanismes de la douleur, c'est la contracture musculaire. On voit quand on les examine, ils sont tordus. Ils sont contracturés. Donc tout ce qui peut contribuer à relâcher, à relaxer, que ça soit médicamenteux ou mécanique ou la chaleur, etc., est intéressant. Et d'ailleurs, ils le disent. Violaine, là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord. On parlait de physiopathologie tout à l'heure, même s'il y a une structure qui est douloureuse, après, ce qui prend le dessus sur la douleur, ça va être la contracture musculaire, qui peut être extrêmement douloureuse. Et les patients, d'ailleurs, le disent bien, à partir du moment où j'applique du chaud, ça va beaucoup mieux, parce qu'on a retiré la contracture. Donc ça peut être les étirements, ça peut être
le chaud, mais en tout cas, à ce stade-là, la kiné, effectivement, n'a pas démontré avoir d'intérêt. Et à partir de là, est-ce qu'il y a des indications à prescrire une ceinture de maintien lombaire, autrement appelée lombosta, chez certains patients ou chez aucun patient à ce stade-là de la lombalgie aiguë? Les recommandations sont très claires, elles disent que non. Après, encore une fois, je crois qu'il faut laisser la porte ouverte pour pouvoir soulager les patients au moment où ils en ont besoin. L'avantage de la chaleur, c'est que ça apporte un peu de chaud, c'est un rappel proprioceptif. Donc, chez certains patients, ça peut avoir un intérêt. Ce qu'il faut bien leur dire, c'est que souvent, ça fait partie des craintes et de leurs croyances que le fait d'avoir une ceinture, ça va éviter le faux mouvement, entre guillemets. Mais voilà, c'est en tout cas, je vous prescris la ceinture, c'est dans certaines conditions, c'est au moment où vous en avez besoin, mais en tout cas, pas toute la journée et pas toute la nuit. Alors j'ai quelques questions qui sont déjà arrivées. Donc il y avait imagerie pour quel patient? Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui n'est pas entièrement d'accord avec ce que vous lui avez dit. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des indications pour faire des lombalgies à la phase aiguë d'une lombalgie? S'il y a des drapeaux rouges, c'est évident. Oui. S'il y a une lombosciatique pour lesquelles on discute une infiltration, donc toutes les situations où l'imagerie va changer notre attitude thérapeutique. Voilà. On discute une infiltration, on est plus à l'aise si on a une imagerie. Dans tous les autres cas, à la phase aiguë, pour moi, ça ne changera pas ma décision thérapeutique. Le sport, est-ce que les gens peuvent faire du sport quand ils ont une lombalgie aiguë? S'ils s'en sentent capables, oui. Ce n'est pas le médecin qui va dire que c'est une contre-indication médicale. C'est comme le travail. Si le patient ne se sent pas capable d'aller travailler, s'il ne se sent pas capable d'aller faire son activité sportive, il n'y va pas. Mais ce n'est pas le médecin qui va dire c'est une contre-indication, vous allez vous abîmer plus si vous allez faire de votre sport. Marie-Hélène? Parce que là, en fait, on parlait de la lombalgie aiguë type lumbago, c'est-à-dire le blocage, etc. Bon. Mais il y a aussi qu'on peut aussi de la lombalgie commune, c'est j'ai le mal de dos qui est subaigu, qui n'est pas vraiment considéré comme maladie, mais ils disent dans une consultation, j'ai mal au dos. Donc, ce n'est pas aigu, ça, ils ne sont pas bloqués, mais ça les chatouille, ils ont mal au dos. Et là, alors là, c'est vraiment un des messages de la campagne, c'est souvent les gens, ils ont mal au dos comme ça parce qu'ils ne bougent pas assez, justement. Parce qu'ils sollicitent trop au travail, parce qu'ils ne font pas de sport, parce qu'ils sont toute la journée dans un canapé ou dans un fauteuil en mauvaise position, parce qu'ils ont une mauvaise literie, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir mal au dos. Et ça, c'est aussi ça l'objet de la campagne. C'est le mal de dos un peu chronique, même si il n'entraîne pas des arrêts de travail, il n'entraîne pas quelque chose, mais les gens disent « Ah, j'ai un peu mal au dos, quoi. » Voilà. Donc ça, il me semble qu'il faut aussi qu'on considère cette situation-là, parce qu'en fait, les situations de mal de dos ne sont pas univoques, et elles peuvent prendre plein de formes différentes. Mais quand c'est aussi un peu subaigu, même si ce n'est pas au premier plan d'une plainte, c'est aussi le résultat de pas assez de mouvement et de pas assez d'activité physique. Et ça, je pense que c'est un élément très très important à la fois de prévention et de repérage de cette pathologie. Donc j'ai deux autres questions. On parle de l'intérêt de la chaleur, mais en cas de douleur inflammatoire, cela ne favorise-t-il pas le processus inflammatoire? Qui veut répondre? Violette? Alors une douleur inflammatoire, jusqu'à preuve du contraire, c'est un drapeau rouge. Donc c'est pas une lombalgie commune. Je ne suis pas sûr que c'était sur l'horaire inflammatoire qu'il se basait, mais c'était sur l'origine inflammatoire de la lombalgie aiguë. Lombalgie aiguë inflammatoire qui donne des douleurs d'horaire inflammatoire, j'en connais qu'une, c'est le fameux Modica 1 en IRM. D'accord. Et Après, on a parlé de chaud, mais il y a des gens qui sont soulagés par le froid. Hein. C'est pas tout ce qui fait du bien est bienvenu. Deux autres questions sur les arrêts de travail. Sur Amélie, la CPAM préconise, il y a trop de questions qui arrivent, la préconise plus de 3 semaines d'arrêt de travail pour les travailleurs de force. Est-ce que c'est d'emblée ou est-ce que c'est après justement cette fameuse réévaluation? Alors ça, c'est des vieilles recommandations sur lesquelles le groupe de travail qu'on a fait a beaucoup réfléchi. On n'était pas forcément d'accord avec ce type de recommandations et je pense que le message qu'on a voulu vous faire passer avec Marie-Hélène Certain est plus proche de nos discussions et de nos avis à tous les collèges dont on a parlé au départ.
Et il y avait une question sur l'impact en termes d'arrêt de travail chaque année et le coût associé. Est-ce qu'on sait ce que ça représente? Ça fait référence aux chiffres que j'avais donnés qui étaient de... Là, on est dans les situations de lombalgie. Pour la lombalgie aiguë non, on est dans les longueurs, on est dans le subaigu et le chronique. Hein. En termes de coût, oui. En termes de coût, la lombalgie, si je me souviens bien, c'était plus d'1 milliard. L'ensemble des arrêts de travail pour l'ensemble des lombalgies, Alors, avec 80 concentrés coût direct, coût indirect compris, plus d'1 milliard. Après, je ne me souviens plus exactement des détails, mais... Alors, on va continuer. Donc, vous avez vu le malade avec une lombalgie aiguë. Vous lui avez prescrit un arrêt de travail parce qu'il faisait beaucoup de kilomètres en voiture ou alors c'était un travailleur de force. Il revient vous voir la semaine d'après. Il n'est pas du tout amélioré. C'est quoi la persistance, les causes possibles de la persistance de ces douleurs chez un malade comme tout venant, on va dire? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je pense que notre groupe de travail a été très clair là-dessus. Justement, il a essayé de donner des conseils à l'ensemble des soignants pour la phase aiguë, subaiguë, chronique. La phase subaiguë, un patient revient, il ne va pas bien. C'est réévaluer, rechercher encore une fois les drapeaux rouges, parce qu'on peut être passé à côté. Réévaluer. Donc, on refait l'examen et l'interrogatoire On pour voir refait si on n'a pas raté l'interrogatoire quelque et chose. l'examen clinique. Et on va plus loin. C'est ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure, c'est qu'on va chercher ce qu'on appelle les drapeaux jaunes, c'est-à-dire les facteurs de risque de chronicité. C'est tous les facteurs dont on parlait tout à l'heure, les facteurs psycho, sociaux, professionnels. Alors, il y en a plusieurs, mais notamment les fameuses craintes et croyances du patient, les craintes négatives, des représentations négatives de la lombalgie. Au niveau du travail, ça ne va être pas tellement le travailleur de force, d'ailleurs, ce qui ressort comme facteur de risque. C'était une question qui était là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un fardeau des travailleurs de force qui fait qu'ils ont plus de lombalgie que les autres, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors moi, je peux vous parler de l'expérience de notre centre de rééducation. On a beaucoup plus de gens qui ont un travail sédentaire qu'un travail de force, mais peut-être qu'ils sont détournés avant. Cela dit, dans les facteurs de risque d'atteinte de la santé par rapport au travail, c'est essentiellement des facteurs qui sont liés à un manque de reconnaissance par la hiérarchie ou les collègues au travail. Ça va être un manque de l'attitude décisionnelle ou ça va être une charge intensive au niveau du travail. Mais à aucun moment dans les modèles de facteurs de risque de travail par rapport à la santé, il n'y a la charge, le poids, la lourdeur, on va dire, des charges ou autre chose. Et en termes d'examen, est-ce que vous demandez quelque chose à ce stade-là, puisqu'on est à, une dizaine de jours d'évolution d'une lombalgie? Est-ce qu'il est légitime de demander une radio? Et qu'est-ce que vous répondez à un malade qui veut absolument un scanner ou quelque chose comme ça? Marie-Hélène? Le scanner, à 10 jours, ça fait court quand même, surtout si on est dans une situation de lombalgie commune. En pratique moi, si c'est quelqu'un qui continue d'avoir mal comme ça, donc déjà aller chercher les facteurs de risque, donc psycho, professionnels, sociaux, familiaux, etc. Moi, alors je ne sais pas si c'est les recommandations, etc. Moi, j'ai assez facilement à dire, bon, sans faire un scanner, on va aller déjà quand même regarder votre bassin, on va aller regarder votre rachis, etc. Bon, déjà, c'est peut-être pas bien, j'en sais rien, parce que mon idée, c'est qu'après, derrière, s'il continue d'avoir mal, etc., ça va être sans doute un candidat pour la kinésie, pour le coup. Autant en phase aiguë, non. Autant quelqu'un qui continue d'avoir mal, qui a sans doute un problème par rapport au mouvement, des mauvaises attitudes, etc., il va falloir aller vers la kinésithérapie. Et du coup, moi, je fais ça, parce qu'on peut aussi avoir des bascules du bassin. Il y a quand même des choses qu'on peut voir avec des radios standards, qui permettent de gagner un petit peu de temps et qui permettent après de revoir le patient et puis de dire, bon, allez, maintenant, je vais vous prescrire de la kiné, parce que c'est quand même, en deuxième intention, la kiné est quand même très indiquée chez ces patients-là. Encore une fois, on n'est pas dans les lombosciatiques, dans les drapeaux rouges, etc. On est dans une situation de lombalgie commune, je dirais, persistante. Violaine, sur cet aspect-là, vous voyez malade revenir, vous l'aviez bien examiné la première fois, vous le réexaminez, vous ne trouvez rien d'atypique. Est-ce qu'il y a des causes particulières de persistance de la douleur que vous recherchez? Non, à part celle que j'ai citée, je crois que vraiment ça va être beaucoup l'interrogatoire. C'est les drapeaux jaunes, les drapeaux rouges avant. Voilà. Après, la prescription des examens complémentaires,
encore une fois, que ce soit à la phase subaiguë ou aiguë, c'est vraiment si ça change une décision thérapeutique. Et à ce stade-là, qu'est-ce qui pourrait changer la décision thérapeutique? C'est s'il y avait des douleurs qui... C'est vraiment, je décide d'une infiltration, je préfère avoir une imagerie avant. C'est quelqu'un qui n'en peut plus en termes de douleur, notamment dans le cadre du lombo-sciatique par hernie discale. On fait une imagerie en couple parce que le patient a une demande de consultation chirurgicale. Mais je crois qu'en dehors de ces situations très particulières, l'imagerie en couple, l'imagerie en tout cas d'une façon générale, ne changera pas mon attitude thérapeutique. Par contre, elle peut avoir un petit effet sur le patient. Mais bon, mais c'est vrai. Mais moi, le scanner ou l'IRM, je le fais vraiment pas à 10 jours. Hein, c'est toujours plus une tard. lombalgie mécanique, même hyperalgique, vous ne demandez pas d'examen. C'est-à-dire que c'est une pathologie dont la douleur est certes complexe, mais ce n'est pas une pathologie mystérieuse et il ne va pas y avoir de maladie cachée derrière la maladie. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ou alors l'examen clinique, encore une fois, et l'interrogatoire vont être indispensables à ce niveau-là. Parce qu'une lombalgie symptomatique, à 4 ou 6 semaines, on a des éléments en faveur. Et donc, vous m'avez dit que vous intensifiez le traitement, bien sûr, à la demande. Éventuellement, vous débutez une rééducation. Et il y a des techniques de rééducation particulières à ce stade? Alors, il y a beaucoup de techniques différentes qui sont proposées en termes de rééducation, en hyperextension, en hyperlordose, voilà. Après, il n'y en a aucune qui a démontré une efficacité supérieure aux autres. Je crois que ce qui est important, c'est de passer le message aux patients, il faut bouger. Il faut bouger, il faut faire du cardio, il faut se muscler le dos, il faut faire du gainage, il faut faire des étirements. Et c'est ça qui fera que, 1, vous irez mieux, et 2, si vous poursuivez ça dans le temps, vous aurez moins de récidives que n'importe qui. Voilà, je pense qu'il faut vraiment les amener vers ce discours-là. C'est-à-dire qu'il faut lui dire que s'il ne fait rien, ça va plutôt empirer. Et par contre, s'il fait quelque chose, il a plus de chances de revenir à un état normal. Exactement. Je crois que c'est une idée reçue, en fait, qui est il ne faut pas bouger quand on a mal au dos. Et c'est vraiment une idée reçue pour les patients, pour les professionnels aussi. Et c'est pour ça que le message de la campagne, c'est le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Et plus on bouge, plus on fait de l'exercice, et moins on a mal au dos. Sauf cas particuliers, des hernies discales, des choses comme ça, bien sûr. Mais le mal de dos, je dirais, commun, le mal du siècle dont on parle, c'est vraiment une maladie de la sédentarité et du fait qu'on ne bouge pas assez. Donc en étant sûr. persuadé... D'ailleurs, vous le dites bien, que finalement, les travailleurs de force, des ménageurs, etc., ils n'ont pas tellement plus mal au dos que des sédentaires, en fait. Hein. Enfin, ça ne se manifeste pas par la même chose. Ce qu'il montre bien aussi, si je peux juste rajouter, c'est que vraiment, on voit une augmentation des arrêts de travail et des accidents de travail, alors que le travail est de plus en plus mécanique et sédentaire. Donc, il y a vraiment... Ouais, c'est paradoxal. C'est complètement paradoxal. Et donc, ça veut dire que dans cette démarche de pousser les gens à bouger, voire à essayer de reprendre une activité professionnelle au moins partielle, est-ce que vous intensifiez le traitement médicamenteux jusqu'à un certain point pour lui permettre de passer par-dessus la douleur, c'est ça? Le message, c'est il ne faut pas se baser sur la douleur pour rester tranquille, il faut faire ça et on vous donne les moyens de le faire? Ça veut dire que vous... C'est un peu ça. Ouais. Ce qu'il faut, c'est bouger. Il faut se donner les moyens, effectivement, de masquer la douleur au maximum pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous avez à faire. Après, encore une fois, attention aux facteurs psychologiques. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut vraiment les dépister, quitte à demander, pour pas qu'on soit non plus dans une escalade thérapeutique de traitement médicamenteux. Est-ce qu'éventuellement, à ce stade-là, il faut demander un avis ou essayer de faire renforcer la position par un autre spécialiste ou... Ça peut être intéressant si on voit qu'on est dans une situation qui est un peu complexe, parce qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe, etc. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un avis autre qui vient renforcer le message
ou aller dans le même sens. D'où l'intérêt de cette campagne qui est dirigée vers les généralistes, mais vers les autres qui est spécialistes. qui est conçue en pluriprofessionnel, à la fois avec les médecins généralistes, les kinés et les rééducateurs fonctionnels, les rhumatologues, c'est-à-dire médecins du travail aussi. Alors justement, le médecin du travail, est-ce qu'il est possible de le contacter à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il a peut-être toujours mal, le malade, mais il a peut-être plus aussi mal qu'au début, il est plus coincé, et il a toujours des douleurs. Est-ce qu'on peut contacter le médecin du travail pour essayer d'avoir une reprise? C'est vraiment, je crois que c'est complètement fondamental. Si y a ce mal de dos, alors subaigu, ou qui continue, ou qui revient, ou plusieurs poussées, etc., je crois que c'est vraiment très très important en tant que généraliste de dire, bon, il y a peut-être un lien avec le travail, il faut voir votre poste, etc. Et à ce moment-là, faire une lettre au médecin du travail pour que la situation, le poste soit évalué par le médecin du travail et que soit des conseils d'adaptation du poste, etc., soient faits, parce que ça veut dire aussi, dans le côté psychologique, ça veut aussi dire qu'on prend en compte la situation pour le patient. On prend en compte sa situation, on prend en compte qu'il a mal, on prend en compte qu'il y a peut-être des causes liées au travail possibles. Et du coup, je pense que c'est extrêmement important dans la dédramatisation, dans le fait de réassurer de la prise en compte de ça. Et le médecin du travail a le pouvoir de changer quelque chose sur le poste, au moins de titre temporaire, sans perte de soutien social pour les malades? Le médecin du travail, il peut déjà voir les postes à risque, il peut demander des adaptations quelquefois au niveau ergonomique. Bon, ça fait partie de son job. Après, dans les cas, alors là, on est plus dans le subaigu et le chronique par rapport à la désinsertion, au risque de désinsertion avec des arrêts de travail prolongés. Là, on rentre dans des situations plus complexes où, effectivement, ce n'est pas toujours possible de changer de poste, par exemple, pour une personne en fonction de son travail. Ce n'est pas toujours possible. Dans les PME, mais là, on est plus dans la situation, je dirais, de lombalgie chronique, avec des arrêts de travail prolongés, etc. Mais dans un arrêt aigu, Mais là, on est à 10-15 jours. On met des choses en branle du point de vue de médecine du travail ou pas forcément? Enfin, ça dépend aussi de ce que dit le patient. S'il dit, moi, j'ai vraiment dans mon travail un souci, bon, ça vaut peut-être la peine. Bon, sinon, ça peut être plus long que 10-15 jours quand même. Ça ne fait pas beaucoup, 10-15 jours de recul. Mais... C'est difficile en plus, je suis d'accord, c'est tout à fait fondamental de travailler avec les médecins du travail. Nous, on les voit, c'est vrai, un peu plus tard que 10-15 jours. Donc on n'est pas forcément dans cette problématique, mais le patient il nous le dit, il le voit aussi dans le cadre de son environnement professionnel. Quand il y a des soucis, on essaye de se mettre en contact aussi avec eux pour faciliter justement cette reprise du travail, que ce soit un aménagement du poste du travail, que ce soit un aménagement des horaires, ou que ce soit de permettre, pour certains postes, de travailler à la maison. Après, il y a les fonctionnaires, par exemple, n'ont pas de médecin du travail, donc ça reste plus compliqué. Et alors, à ce stade-là, donc vous intensifiez le traitement, la douleur, les anti-inflammatoires. Est-ce que les infiltrations peuvent être légitimes dans une lombalgie qui dure? Est-ce qu'un lombostat, à ce stade, peut être légitime? Et en termes de rééducation, est-ce qu'il y a des rééducations particuliires à préconiser plus que d'autres? Des rééducations actives? Alors, pour ce qui est du lombostat, aujourd'hui, l'ensemble des recommandations disent non. Pour ce qui est des infiltrations, c'est s'il y a une radiculalgie. Dans les autres cas, a priori, les infiltrations n'ont pas d'intérêt. Et pour la kiné, on en est exactement au même stade qu'à la fin du stade subaigu dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment orienté vers une rééducation active et vraiment expliquer aux patients ce qu'on attend de la rééducation et ce qu'il faudra qu'ils mettent en place après. Il ne s'agit pas de faire quelques séances de kiné avec de la muscu, etc. et de rien faire derrière. C'est je mets en place quelque chose avec le kiné et je le reproduis après tout seul. D'accord. Donc on va prendre encore une autre question. Les malades réclament toujours des examens complémentaires. Comment est-ce qu'on peut s'y opposer?
Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Et en médecine générale, on a souvent des temps de consultation qui sont parfois assez courts. De toute façon, Mais c'est un investissement qu'il faut faire parce que c'est rentable? on le fait, on recule, etc. Mais le patient qui veut vraiment une imagerie, il aura son imagerie. Hein, parce qu'il ira aux urgences, il ira à droite, il ira à gauche, et puis il aura son imagerie. Ce qui explique qu'il y ait des personnes qui aient eu beaucoup d'imagerie. Quand on voit les chiffres, il y a des gens qui ont eu plusieurs scanners, et ça n'a rien IRM, changé, etc. Mais ces patients-là, ce n'est pas forcément des gens qui avaient un médecin généraliste, un rhumatologue ou un rééducateur fonctionnel. Je pense que c'est des personnes qui ont été consultées, qui se sont inquiétées, qui ont eu un truc aigu, et qu'au bout du compte, voilà, je pense que c'est ça aussi qui explique le nombre d'imageries. Je pense que c'est des gens qui sont particulièrement anxieux, et justement, ça fait partie de notre travail de les rassurer par rapport à ça. Ouais. Voilà. Donc... Alors, dernière question, avant les conclusions, est-ce qu'il y a avant la kinésithérapie, est-ce qu'il y a des gestes à conseiller ou est-ce qu'on peut trouver dans des endroits, soit sur le site Amélie, soit sur le site des sociétés savantes partenaires, des gestes qu'il est possible de conseiller aux patients pour essayer d'améliorer la douleur chez eux tout seuls? Ce dont on parlait tout à l'heure, le chaud ou le froid, les étirements du dos, donc s'allonger et remonter les genoux. Et puis il va y avoir une application faite par la CNAM qui sera sur le site d'Amélie. Active ton dos. Active ton dos, qui n'est pas encore en ligne, mais qui sera courant du mois de novembre, et qui donnera aux patients des exercices à faire régulièrement pour activer son dos. Eh bien, c'est l'heure des conclusions. Donc, on va peut-être commencer avec vous, Marie-Hélène, d'ailleurs. C'est quoi votre conclusion sur la lombalgie aiguë commune et le message principal que vous faites à vos confrères à la suite de tout ce travail? Je crois que le mal de dos, pour éviter la chronicisation, il faut considérer que le mal de dos, ça peut être potentiellement une maladie chronique, si on s'en occupe pas bien. Et donc, comme toute maladie chronique, ça passe par la prévention, bouger, faire une activité physique, ça passe par le dépistage ou le repérage, ça passe par la prise en charge aiguë correcte, avec des explications, une décision informée, partagée avec le patient de ce qu'il y a à faire, de la bonne stratégie, etc. Et ça passe par éviter les récidives, éviter la chronicisation, comme on irait faire pour une bronchite chronique. On la prévient, on la dépiste, on la traite correctement. Le mal de dos, je pense qu'il faut raisonner aussi comme ça. C'est-à-dire que pour qu'il ne devienne pas chronique, avec tous les effets délétères, il faut s'en occuper avant d'avoir mal au dos et avant que ça soit une maladie inquiétante pour le patient. Donc prévenir, et donc le message c'est mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. C'est le titre de la campagne. À vous, Violaine, quelle est votre conclusion? Je crois qu'on l'a bien vu, le mal de dos est un problème à la fois pour le patient, pour les soignants et pour la société. Et qu'il faut que tous nos messages à tous aillent dans le même sens pour justement éviter les dérives qu'on a vues, les errances médicales, prévenir cette chronicité. Il faut que l'ensemble des patients, du grand public, des soignants aient le même message. Et je crois que ça, il n'y a qu'une campagne grand public qui pouvait le faire. Et je suis très heureuse qu'elle ait enfin lieu en France. Eh bien, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle a permis de répondre à toutes les questions que vous pouviez vous poser sur la lombalgie aiguë commune. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses, ainsi que la prévention du risque de chronicisation. Donc, cette campagne de la CNAM va débuter en novembre. Et Fréquence Médicale, comme Pourquoi Docteur pour les patients, relaiera largement cette campagne qui est d'intérêt public. Merci à nos invités et bravo à tous nos partenaires pour cette campagne particulièrement utile. À très bientôt sur Fréquence Médicale.